TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ensemble faire le tour d'horizon de l'actualité ici au Togo. Au sommaire, l'agriculture togolaise se donne plus de moyens pour gagner le marché international à travers ses produits. Un nouveau défi qui nécessite la mise en place de systèmes de traçabilité. Plus de détails tout de suite dans ce journal. Dans ce journal également, nous parlerons des nouvelles dispositions réglementaires dans le transport en commun après la levée du bouclage des villes dans le respect des mesures barrières face au Covid-19. Constat sur place à Kara, puis dans la région maritime. Mais bien avant, une pensée à nos frères et sœurs malades de la drépanocytose en ce jour dédié à la lutte commune contre cette maladie. Les plans d'action de lutte, c'est dans cette édition. Et voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Pour améliorer la productivité agricole, surtout en qualité, et permettre aux producteurs d'exporter leurs produits vers le marché international. Le Togo veut mettre en place un système de traçabilité dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Chargé de piloter le dit projet, la Haute Autorité de qualité et de l'environnement, en conférence de presse ce matin, décline les grandes lignes du projet. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé. Le Togo ambitionne d'exporter à grande échelle ses produits agricoles pour plus de rentabilité. Le projet de traçabilité dans les chaînes de valeur agroalimentaire répond à cet impératif. Les filières ananas, anacarde et qualité, jugées comme structurantes, sont concernées par la phase pilote. Les acteurs de ces filières entrevoient déjà de bonnes perspectives pour leurs activités. Nous avons d'abord choisi 3 filières qui sont anacarde, ananas et le karité, afin de permettre aux opérateurs économiques de ces filières de pouvoir exporter leurs produits sur les marchés. Parce que nous avons constaté que nos produits qui sont vraiment de bonne qualité n'arrivent pas à accéder des marchés. Parce que après le tour, nous avons remarqué qu'un certain nombre d'éléments manquent à nos produits. Et ces éléments-là sont les questions de normes et les questions de traçabilité. La traçabilité permet en effet de reconstituer le parcours d'un produit depuis la production jusqu'à la distribution. Elle permet d'assurer en outre le respect de la réglementation. Ce faisant, le produit suit le circuit d'une démarche qualité optimale et de sécurité. La traçabilité est matérialisée par des codes barres sur les emballages des produits, confirmant leur conformité aux normes et exigences des marchés internationaux. Une véritable opportunité pour les producteurs agricoles. Je prends l'exemple de karité. Comment le karité là a été produit? Qui a collecté ces karités? Comment on l'a transporté? Comment on l'a conditionné? Et jusqu'à comment ça a été transformé et comment on l'a exporté sur le marché et même dans les distributions, par exemple dans les supermarchés ou bien quand on veut aller à l'international. Donc ces informations-là sont contenues ce que nous appelons les codes à barres. Et c'est très important pour que le produit puisse accéder au marché. Le projet de traçabilité est très important pour nous dans la filière karité. Parce que sans ça, jusqu'alors, ce que nous produisons, ça ne se vend pas. Elle n'arrive pas à écouler sur le plan international. Pour qu'elle sorte de la pauvreté et devienne autonome, je crois que c'est un projet venu à point nommé. Dès la semaine prochaine, 20 acteurs de chaque filière, notamment ceux qui travaillent dans les champs, les transporteurs et les transformateurs, seront formés sur les bonnes pratiques agricoles. Alors maintenant, découvrir ensemble cette institution chargée de mener à bien le projet de traçabilité et de la qualité des produits agricoles, la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, travaille d'une manière scientifique pour attester de l'efficacité d'un produit avant sa mise sur le marché, la HOC, et ses attributions. C'est dans ce dossier signé Clarisse Aticlé.
La Haute Autorité de la qualité et de l'environnement travaille essentiellement dans le domaine de la qualité. Créée en 2009, la HOC est une structure publique qui fait des rapports au gouvernement sur la qualité et son évolution dans le pays. En tant que telle, elle chapeaute toutes les structures ou agences qui interviennent dans le domaine de la qualité et qui constituent en quelque sorte ses démembrements. Nous avons l'agence togolaise de la normalisation qui a pour but de faire la normalisation, l'activité de normalisation, comment adopter les normes, comment harmoniser les normes en vue de leur adoption, tout ce qui concerne la normalisation. Et depuis la création jusqu'à l'adoption des normes. Nous avons ensuite l'agence togolaise de métrologie qui intervient dans le domaine de métrologie légale et dans le domaine de métrologie scientifique. Nous avons également l'agence togolaise de la promotion de la qualité qui intervient dans la promotion de la qualité, notamment la culture qualité. C'est elle qui assume donc l'organisation des prix nationaux de la qualité. Et nous avons le COTAC, le comité togolais d'agrément, qui s'occupe des problèmes d'agrément, des problèmes de certification des produits, par exemple, et les services, les systèmes, et tout ce qui concerne donc les problèmes d'accréditation. C'est un établissement administratif à gestion autonome et dont les agences ont aussi une autonomie technique. Grâce à la HOC et à travers l'Agence nationale de normalisation ATN, le Togo a adopté plus de 5000 normes qui touchent presque tous les secteurs d'activité. Si vous fabriquez des produits qui doivent circuler sur le territoire national, l'ananas, le beignet, tout ce qu'on fait, si tu veux que ça se fasse dans de bonnes conditions, pour que ça respecte les conditions de sécurité, de santé pour la consommation humaine ou animale, il y a des normes pour ça. La qualité en général concerne toutes les activités de la vie sociale, culturelle, économique, l'environnement également. Que ce soit la certification produit, que ce soit la certification système, au niveau de l'électricité, au niveau de l'électrotechnique, au niveau de la production en général, au niveau de la transformation, il y a des normes. Maintenant, tout dépend de celui qui demande les normes dans le métier ou dans l'activité où il intervient. C'est à celui-là qu'il revient de dire j'ai besoin de telles normes. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut fonctionner sans normes. Non, jamais. Tout ce que tu veux faire aujourd'hui, tu dois avoir une référence systématique aux normes pour te dire comment ça va se faire pour être acceptable. Parce que sans les normes, vous risquez d'aller dans tous les sens et votre produit ne peut pas être exporté sur le marché. Nous avons une structure mondiale qui adopte des normes, qui fabrique des normes et la plus connue aujourd'hui c'est ISO. ISO, c'est l'Institut international de normalisation. Et donc, les normes les plus répandues au monde aujourd'hui, c'est eux. Et le Togo a besoin d'être là avant de faire les normes. Mais lorsqu'on fait les normes et que le Togo trouve que c'est bon, le Togo peut adopter cette norme-là. Et donc, le vivier le plus important aujourd'hui en matière de normalisation, c'est ISO. Dans un monde en pleine mutation socio-économique, avec un environnement commercial libéralisé et marqué par une rude concurrence des entreprises, chaque pays doit développer ses capacités à offrir des biens et services conformes aux exigences du marché. Et c'est ce à quoi travaille la HOC, logée dans l'enceinte de la SASOF à Lomé. À la suite de votre édition, le Togo vient de signer un second emprunt sur le marché international à hauteur de 150 millions d'euros, un reprofilage à long terme, une stratégie active de gestion de la dette. Décryptage dans ce reportage de Sonia Aménikbo. Six mois après sa toute première, le Togo a conclu un second emprunt sur le marché international pour un montant d'environ 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA. L'opération, réalisée le 20 mai dernier, a été annoncée officiellement ce mercredi, date à laquelle le décaissement a été fait.
Cette transaction s'inscrit dans la stratégie du gouvernement togolais de reprofilage à plus long terme et à de meilleures conditions financières de certaines dettes domestiques et à bénéficier d'une assurance à 100% par l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ACA, dont le Togo est devenu membre en 2019. Avec une durée de 10 ans et un coût global de l'ordre de 4,5%, cette nouvelle opération traduit la qualité de crédit du Togo en tant qu'emprunteur international, en particulier en cette période de forte volatilité et de prudence accrue des investisseurs. Cette seconde opération de reprofilage de la dette domestique du Togo, pour laquelle la Société Générale est intervenue comme arrangeur, a été conclue comme la première opération effectuée à la fin de l'année dernière, dans le parfait respect des engagements de la République togolaise pris dans le cadre de son programme avec le Fonds monétaire international. Elle se traduit pour le Togo par une réduction supplémentaire du service de sa dette de plus de 80 millions d'euros au cours de ces 3 prochaines années, qui vient s'ajouter à celle de près de 50 millions d'euros de l'opération de décembre dernier. Au total, la stratégie de gestion active de la dette mise en œuvre par le Togo au travers de ces 2 opérations sera traduite par la levée de plus de 250 millions d'euros sur les marchés internationaux à des maturités finales de 10 ans et des taux compris entre 4,5% et 4,75%, permettant de rembourser de manière anticipée des dettes domestiques commerciales à court terme portant intérêt à des taux compris entre 6,65% et 7,6%. La mise en œuvre réussie de cette stratégie permet de positionner le pays comme un emprunteur de référence sur les marchés internationaux, d'améliorer l'évaluation du risque de surendettement du pays par le FMI et de réaliser des économies substantielles du service de sa dette dès cette année et sur les 2 prochaines années. Associée à l'initiative d'allègement du service de la dette dont le Togo bénéficie de la part de ses créanciers officiels, cette stratégie permet au pays de dégager les marges de manœuvre budgétaires et de trésorerie nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique qui frappe le Togo comme tant d'autres pays. Un tour à présent dans la région des plateaux où la demande en production de bananes plantain devient de plus en plus forte. Pour satisfaire les producteurs, l'unité technique Café Cacao passe à la multiplication des plantains dans sa pépinière. Constat fait sur place dans ce reportage de Eko Sala. Il a fallu 5 mois pour ces jeunes plants de bananes plantain d'atteindre cette hauteur. Leur production suit un processus bien rigoureux. Tout commence par le rejet d'un plantain. De son esplan, on passe à la traumatisation de l'œil principal, au traitement, puis au germoir. Ce sont les petits plantules qu'on va mettre sur les pots. Ce sont ces plantules qu'on élève dans le germoir que nous avons aujourd'hui ici, qui sont prêts après les 5 mois à être plantés au champ. De plus en plus, l'unité technique Café Cacao de l'ICAT produit des pépinières du plantain aux demandeurs. La production a atteint plus de 70 000 cette année. Dans des champs, les plants sont utilisés à des fins diverses. Il a fallu alors adopter la technique PIF pour multiplier rapidement et en masse les plantains et avoir des jeunes plants en nombre suffisant. Nous donnons ces plants de plantains là aux producteurs de cacao premièrement, donc pour associer au cacao, pour que les plantains servent de plants d'ombrage au cacao. Mais nous avons constaté que de plus en plus les gens sollicitent ces plantains pour faire de la culture en pur, comme la parcelle dans laquelle nous sommes ici. Ici c'est une culture en pur, mais associée au maïs, pour que le temps que les plantains arrivent à maturité, que les gens puissent vivre du maïs. La coopérative Niwenignon fait partie des bénéficiaires des bananiers plantains de l'unité. Ici à Agotim et Koumassi,
108 hectares sont consacrés à cette production. Pour son installation, la coopérative a bénéficié du soutien du programme d'appui aux populations vulnérables à travers l'UTCC. L'ICAT et l'UTCC nous ont beaucoup soutenus. Engrais, plantains et bien d'autres. Et nous jouissons déjà des fruits de notre plantation. Seulement sur 108 hectares au début, notre plantation ne s'étend aujourd'hui que sur 80 hectares à cause des inondations. Nous avions réuni en une grande coopérative que nous appelons la COPCA, entendu la coopérative avec conseil d'administration, qui compte aujourd'hui 170 membres, dont 60 femmes. Donc c'est l'effectif là qui évolue actuellement sur la ZAP de Pouyaran. Donc étant donné que ces coopératives sont des coopératives de production vivrière, alors très rapidement on a pensé avec l'appui des partenaires à travers le gouvernement introduire la banane plantée pour permettre d'accroître leurs revenus. La coopérative a du mal à réussir la culture en pur à cause des chenilles légionnaires. À cela s'ajoutent les difficultés pour écouler leurs produits. L'UTCC entreprend des négociations avec des transformateurs pour les aider à venir à bout de ces difficultés. Et que ça là toujours dans le sujet qui va suivre nous décrit dans les détails certaines actions sur le terrain de l'unité technique café cacao dans la préfecture d'Amou par exemple. Et vous allez le voir, l'on a constitué une coopérative de producteurs pour en faire de véritables entrepreneurs agricoles. Regardez. Sodozio, dans la préfecture d'Amou. Au pied de cette montagne, un demi-hectare en préparation pour la culture du café. L'espace appartient à la coopérative Pouedéou. On a défiché tous nos champs et on a fait le piquetage et tout est prêt. Maintenant, on reste seulement de prendre les plants pour mettre. La coopérative entend produire le café sur plus de 15 hectares. Elle est aidée par l'unité technique café cacao de l'ICAT dans l'élaboration d'un plan d'affaires. Nous avons pu susciter la constitution des pépiniéristes professionnels pour produire des plants. Maintenant, quand eux ils vont produire des plants, il faut d'autres coopératives ou d'autres entrepreneurs pour consommer ces plants. Avec eux, nous avons constitué la coopérative et nous avons conduit la coopérative pour qu'elle puisse avoir son immatriculation, sa reconnaissance officielle. Et maintenant, par rapport à leurs prévisions, donc nous avons collecté les besoins qui nous ont permis maintenant d'élaborer avec eux un plan d'affaires. Donc aujourd'hui, leur plan d'affaires comporte 15 hectares pour les 24 membres. Pour les 15 hectares, ils ont besoin d'un montant de un peu plus de 33 millions et leur contrepartie, c'est plus de 4 500 000. Le plan d'affaires est déjà au niveau de MIFA, même au niveau de l'institution qui va financer. En attendant que le crédit leur soit accordé, les membres de la coopérative auront dans quelques jours les plans des pépiniéristes professionnels pour leurs champs. Et que ça là à l'instant dans le sujet formation des producteurs en entrepreneurs agricoles. Merci au passage. On poursuit cette édition avec cette journée dédiée à la lutte contre la drépanocytose au Togo. C'est à travers un point de presse que l'ONG Caring for All a sensibilisé sur la maladie et un appel à un dépistage pour une lutte efficace. Le compte rendu avec Antoinette Omovovo. Elle affecte plus la race noire. La drépanocytose, une maladie génétique du sang qui touche plus de 5 millions de personnes dans le monde. Des actions urgentes sont menées par des spécialistes pour venir à bout de la maladie. Parmi ces actions, la sensibilisation. Elle est accentuée chaque 19 juin, journée dédiée à la lutte contre la drépanocytose. L'ONG Caring for All, basée aux USA et représentée au Togo, s'est engagée dans cette lutte.
Si tu es passé par un système, si tu es passé par une souffrance, il faut avoir le partager afin que les autres ne tombent pas dans le même piège. Si on savait qu'on avait un enfant drépanocytaire, on n'allait pas accepter de le faire naître parce que c'est coûteux, c'est douloureux, c'est stressant. C'est vraiment une douleur sur cet enfant-là qui n'a pas demandé à venir. Donc c'est pour cela que j'ai demandé à avoir cette ONG pour pouvoir sensibiliser nos frères et sœurs en âge de procréation bien sûr, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour avoir des enfants franchement en bonne santé. Il est fortement recommandé aux jeunes désireux de se marier de faire le test d'électrophorèse de l'hémoglobine, ce afin de contribuer à rompre la progression de cette maladie génétique. Nous sommes avec le peuple, nous voyons ce qu'ils traversent. Les conseils que je pourrais vraiment leur donner, c'est d'écouter et de pratiquer s'ils veulent vraiment avoir une famille saine, une famille en bonne santé. Il faut écouter. Comme je le disais, l'amour est là. Mais Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse de mener notre vie. Je conseillerais à la jeunesse de suivre surtout les analyses, la sensibilisation dans toutes nos églises. Nous continuerons. Nous avons déjà amorcé cela, on va continuer. L'ONG internationale Caring for All va mener une campagne de sensibilisation et de dépistage sur toute l'étendue du territoire en partenariat avec les églises des Assemblées de Dieu du Togo. En dehors de ce combat, l'ONG lutte également contre l'excision des jeunes filles, le viol sexuel des enfants et la maltraitance des veuves. Encore une note sur la drépanocytose ou l'anémie à cellules falciformes, une maladie héréditaire qui affecte des vies et fait des victimes à travers le monde. Au moment où des voix s'élèvent pour des actions concrètes contre cette maladie, Antoinette Oumaouvovor, dans le sujet qui va suivre, nous fait mieux connaître la maladie, ses manifestations, son traitement ou sa prise en charge. Regardez. Anémie sévère, crise douloureuse, coloration jaune des yeux, sensibilité accrue aux infections. Des symptômes que subissent plus de 5 millions de personnes atteintes de la drépanocytose dans le monde. Une maladie qui met en difficulté la vie des enfants et des parents. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique et héréditaire due à une anomalie d'une protéine dans le globule rouge qui est la cellule qui transporte l'oxygène, et cette anomalie de l'hémoglobine va entraîner l'apparition d'une hémoglobine anormale qui est l'hémoglobine S à la place de l'hémoglobine normale qui est l'hémoglobine A. Chez les sujets SS, classiquement, les signes commencent autour de 3 mois vers 6 mois. Dans les formes SC, les signes peuvent commencer plus tardivement. Donc, généralement, ça commence autour de 2 ans, 3 ans. Mais on a vu des sujets SC qui ont commencé à présenter des signes qu'après les 15 ans. Donc, il y en a qui commencent au-delà de 20 ans. Donc, tout dépend du type de drépanocytose que vous portez. En moyenne, 16% sont porteurs de la maladie. 60 à 80% en meurent dans le monde. La sensibilisation de la population sur le dépistage est primordiale. Grâce au dépistage, la quasi-totalité des personnes atteintes de la drépanocytose est prise en charge au Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires créé il y a 2 ans par le gouvernement togolais. Quand on parle de prise en charge, c'est sur 2 volets. Il y a le volet prévention et sensibilisation et le volet curatif. Alors, le volet prévention, c'est le conseil génétique que nous donnons chaque jour à ceux qui ont besoin, c'est-à-dire ceux qui viennent solliciter nos prestations. Et la sensibilisation également à l'endroit des personnes qui ne sont pas porteurs de la maladie, mais qui désirent savoir comment faire pour éviter d'avoir des enfants drépanocytaires. Sur le plan médical, sur le plan de traitement, quand le drépanocytaire a des complications, notamment des douleurs osseuses qu'il essaie de traiter, mais qui n'arrive pas à la maison, c'est-à-dire la douleur ne cède pas malgré le traitement qu'il a pris,
il vient vers nous. Et quand il vient vers nous, nous avons la possibilité de l'hospitaliser et de lui administrer des médicaments qui lui permettent d'être soulagé rapidement par rapport à la douleur qu'il a. L'étude de l'hémoglobine par la méthode électrophorèse de l'hémoglobine est très important parce que c'est le seul moyen qui permet de connaître le phénotype hémoglobinique que l'on porte, c'est-à-dire le type d'hémoglobine que l'on porte, et à partir de cela, on peut choisir son conjoint en fonction de ce que l'on porte, dans l'objectif d'éviter d'avoir des enfants malades, c'est-à-dire des enfants drépanocytaires. Et c'est vraiment important de le souligner, tout jeune, toute personne qui souhaite avoir des enfants sains sur le plan drépanocytose, il doit choisir de connaître son l'hémoglobine qu'il porte, le phénotype hémoglobine qu'il porte, et de chercher à s'unir avec une personne avec laquelle il ne va pas avoir des enfants drépanocytaires. Alors, le Covid-19, on le sait, lorsqu'il survient sur un terrain ou bien chez une personne qui porte déjà une maladie chronique, il devient particulièrement dangereux. Et étant donné que le drépanocytaire vit avec sa maladie depuis l'enfance, c'est une maladie chronique et qui contribue à l'affaiblissement de son système immunitaire, son système de défense, il doit éviter à tout prix d'être en contact avec le Covid-19. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS pour la zone Afrique et occupe le 4e rang en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Question santé toujours dans cette édition avec cette opération de don de sang dans les locaux du Centre national de transfusion sanguine de Lomé. Une action du personnel pour célébrer en différé la journée mondiale du don de sang. Les précisions dans ce compte rendu de Sandra Ziadbi. Du sang sécurisé pour sauver des vies humaines, une préoccupation majeure du Centre national de transfusion sanguine. Pour la 17e édition de la Journée mondiale du don de sang, le centre célèbre et honore ses fidèles donneurs qui ne sont plus aujourd'hui actifs pour remplir ce devoir, le don du sang. Dans ma vie, c'est déjà presque 40 ans. Je pensais qu'il faut faire quelque chose pour que le monde soit meilleur. Au moins, tout ce que je peux donner le sang. Et je me sens vraiment très honorée. Je pense que les gens sont prêts pour donner le sang. C'est seulement un peu le temps et un peu de volonté. J'ai eu un cas de personnes à qui on devait faire une transfusion. Qui m'a obligé à arriver ici. C'était un acte anonyme que je faisais, mais si aujourd'hui on m'honore, je suis très flatté. J'ai déjà 3 de mes progénitures qui ont pris ma relève. 75 000 poches de sang sont nécessaires pour permettre au Togo d'atteindre son autosuffisance en banque de sang. Le CNTS fait appel aux nouveaux donneurs pour remonter son niveau de réserve. Nous avons voulu rassembler ceux qui auront la limite d'âge de don de sang, qui est 60 ans, qui vont sortir du lot des donneurs, les remercier en ces jours, parce que c'est un geste salvateur qu'ils ont fait. Depuis un nombre d'années, il faut que le centre reconnaisse, du moment où ils ne seront plus actifs à pouvoir donner du sang, ils doivent être maintenant des agents de mobilisation, de sensibilisation. Nous lançons un appel à la population tout entière, la population togolaise, de faire massivement le déplacement sur le Centre national de transfusion sanguine afin de donner de leur sang, qu'il y ait des poches disponibles et nous puissions servir nos formations sanitaires. La célébration de cette journée est également une occasion pour accentuer la sensibilisation autour de cette opération. Le Centre national de transfusion sanguine reste ouvert à tout candidat au don de sang. Et c'est communiqué avant de refermer cette édition. Communiqué d'abord du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales pour tenir compte de la lutte contre la propagation du Covid-19. La célébration de la journée des martyrs le 21
juin sera célébré cette année comme suit. À Lomé, 8h, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Ne sont invités à cette cérémonie que des personnes suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le général de division, chef d'état-major des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées. La mise en place doit être terminée à 7h40. Dans les chefs-lieux de région, 8h, dépôt de gerbes uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. La délégation accompagnant le préfet ne devra pas excéder 15 personnes. Communiqué signé ce jour par le ministre Payadoua Boupessi. La suite avec ce communiqué conjoint, communiqué du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs et du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Pour lutter contre la propagation de la pandémie au nouveau coronavirus, le gouvernement a depuis mars 2020 pris plusieurs mesures, parmi lesquelles la fermeture des lieux de loisirs, notamment les discothèques. Cette mesure demeure en vigueur. Ceci étant, les discothèques, lieux de regroupement humain où la distanciation physique est pratiquement impossible à respecter, restent et demeurent fermés sur toute l'étendue du territoire national. Tout contrevenant à la mesure édictée, si déçu, s'expose à la vigueur de la loi. Un communiqué signé des ministres de la Culture et du Tourisme et des Loisirs, bien sûr, Kosivi et Bétognon, et du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoua Boupessi. L'une des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation de la pandémie au nouveau coronavirus a été le bouclage de certaines villes, empêchant du coup le transport interurbain des passagers. Il y a quelques jours, cette mesure a été levée, laissant libre cours au déplacement interhumain, à la condition pour les opérateurs des transports de le respect des autres mesures barrières. Ces mesures sont-elles appliquées? Constat à Kara avec Nesson Mouzou. Sur la base des rapports établis par le Conseil scientifique confirmant la tendance à la stabilisation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a décidé d'alléger les mesures barrières. Ainsi donc, l'étau a été desserré autour des villes qui avaient été initialement bouclées, rendant possible la reprise des activités du transport interurbain des passagers. Mais le gouvernement a précisé que cette reprise doit se faire en respectant un certain nombre de mesures. Les sociétés de transport routier ont dû se réorganiser pour répondre aux soucis du gouvernement. Quand nous arrivons, il y a un ordre à respecter. Nous avons laissé le lave-main et nous avons laissé un agent de sécurité à côté. Tout passager qui arrive doit passer, laver les mains d'abord. Et on demande s'il a le masque. S'il a le masque, c'est bon. S'il n'a pas le masque, nous avons des masques au guichet. On lui fait payer ça. Et maintenant, il passe au guichet pour l'achat de son ticket. Avant de monter au bus, nous avons le thermoflash pour tester la température de chaque client, tout en leur mettant le gel hydroalcoolique. Nous plaçons les clients en forme de la lettre Z. À 6h45, on commence l'appel. Et comme vous le voyez, on a fait les tâches en rouge pour séparer les clients. Et c'est comme ça, ils montent un à un dans le car. Pour le moment, c'est le coronavirus qui impose sa loi et que tout le monde doit respecter pour notre vie et la vie des autres.
en se protégeant, on protège les autres. Est-ce la même chose chez les transporteurs opérant avec les véhicules dont les places sont comprises entre 5 et 15 et affiliés aux différents syndicats des conducteurs? Nous avons voulu aussi le savoir. Depuis la levée de bouclage dans certaines villes, vraiment on s'en réjouit. Parce que depuis ce jour-là, les transporteurs ont commencé leurs travaux. Nous avons commencé à circuler librement. Mais avec le respect des mesures barrières dont le gouvernement nous a demandé. Et dans nos véhicules aussi, on prend 8 passagers et le chauffeur pour les 15 places. Les taxis, c'est 3 passagers et le chauffeur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons les lave-mains dans nos gares routières. Quand un passager veut rentrer dans le véhicule, nous le contrôlons pour les calciner aussi. Nous avons nos représentants dans les gares routières, les délégués sont là. Et nous avons circulé sur les routes pour contrôler, pour voir si effectivement nos camarades chauffeurs respectent ce qu'on leur a demandé. Oui, effectivement, ils respectent. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui est venu de Niamtougou. Il avait à bord 11 passagers et on était obligé de faire descendre les passagers pour mettre dans un autre véhicule qui passait sans rien. L'administration du transport routier a instruit ses représentants dans les régions de descendre sur le terrain pour se rendre compte des conditions de reprise des activités. Pour le moment, à Kara, les responsables du transport routier semblent être satisfaits. Nous avons constaté qu'il y a des lave-mains au niveau des points de chargement. Et par endroit aussi, il y a déjà des thermoflash. Par rapport à la distanciation physique, le nombre de places est respecté. Néanmoins, nous avons encore constaté au niveau de la ville des stations sauvages. Cette situation ne nous avantage pas et ne nous permet pas d'aller vraiment à l'application des mesures barrières. Nous sommes bien entendus avec les responsables syndicaux et eux aussi, ils en sont conscients et ils ont pris les engagements pour poursuivre la sensibilisation pour éradiquer ce phénomène qui était déjà illicite. Il était illicite, il devient illicite et dangereux à l'heure actuelle. L'autre mission des responsables de l'administration du transport routier est de s'assurer que les tarifs n'ont pas été augmentés par les opérateurs en cette période de crise sanitaire et surtout que le prix du carburant à la pompe a été revu à la baisse. C'était l'occasion aussi d'évoquer le problème d'augmentation des tarifs de transport. Il y a eu un communiqué officiel rappelant que les tarifs de transport restent inchangés. Nous avons trouvé l'occasion de le rappeler à nos amis conducteurs. À quand la découverte des médicaments avérés et du vaccin contre le Covid-19? Personne ne saurait le dire. Passagers et conducteurs doivent alors avoir à l'esprit que le respect des mesures barrières reste la seule arme efficace pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19 pour le moment. Et ceci dit, je vous fais lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du vendredi 19 juin 2020, le nombre de cas confirmés est de 555, dont 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 361, dont 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 181, le nombre de décès est de 13 et cette situation est signée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. Et voilà qui referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Continuons la mobilisation contre le Covid-19. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.